Et je donne la parole donc à Marcel Dahan, donc je rappelle aux orateurs suivants qu'il y a 10 minutes de présentation pour chacun des orateurs. Donc Marcel Dahan, qu'on connaît bien à l'Académie et qui va nous parler de bases écouteurs et Picard et qui est également maintenant à la FSM est responsable de ces bases de données. Alors, je vous remercie de nous avoir encore une fois de plus invités pour parler de l'expérience de la Société française de chirurgie thoracique, mais qu'on va voir sur un autre angle, parce que la majorité de vous connaissez notre expérience. Et ce que je voudrais faire, c'est prendre un petit peu de hauteur pour vous parler, puisqu'on m'a posé la question, comment a-t-on constitué ces bases, pourquoi, comment fait-on pour les financer et comment fait-on pour les utiliser, quels sont les problèmes d'utilisation, en passant d'une base qui est une base personnelle, une base de chaque chirurgien thoracique et cardiaque, à un site intégré qui est la FSM, puisque maintenant on parle en termes de société, de CNP et autres. Donc, vous savez que nous, chirurgiens, nous, praticiens, on a un gros problème avec les bases de données. On avait un gros problème avec les bases de données parce que on était quand même, tout le monde disait, moi je ne veux pas être fliqué, et manifestement, il y en a encore aujourd'hui qui ne veulent pas rentrer dans les bases de données parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont rentrer. C'est le problème de la confidentialité des données pour lesquelles il y avait un énorme frein. Deuxième frein, nous on est des chirurgiens, on ne va pas perdre du temps à rentrer ces données. Et troisièmement, c'est bien beau de rentrer, mais sachez qu'on n'a aucun retour avec ces données. Et l'expérience d'Epitor et Picard, c'était la réponse à ces trois freins à la constitution d'une base de données, favorisée par une publication dans les journaux, c'est-à-dire la publication pas des scores, mais du palmarès des hôpitaux et des cliniques. Et le principe a été dit, ce que je donne, je le reçois, ce que je reçois, je l'utilise. Et c'est pour cela que finalement, un maximum de chirurgiens ont participé à ça, et c'est là qu'on s'est vite aperçu que la conclusion de posséder en tant que société savante une base de données nous donnait un pouvoir que l'information nous a apporté. Et c'est grâce à ça qu'on a pu développer, arriver pendant plus d'une douzaine d'années à répondre aux questions. Et M. Villet a posé les deux questions qui m'ont interloqué, qui sont les vraies deux questions importantes qu'on se pose quand on constitue une base de données. C'est quelles données pertinentes doit-on mettre dans ces bases de données afin de répondre à des questions qui sont des questions du moment. Et en 2000, lorsqu'on a répondu aux questions, ou du moins lorsqu'on cherchait à répondre à des questions, c'était des questions de quantité, parce qu'on n'était même pas capable à ce moment-là de dire qui fait quoi, où et comment. Et donc la réponse, ça a été de dire, on va faire vite une base de données qui est capable de dire quel chirurgien opère quel malade, avec quelle comorbidité, quels résultats à court et long terme. Et pour aider les chirurgiens à rentrer, on leur a dit, voilà, on va vous aider à rentrer l'école PMSI, parce que ça permettra de valoriser vos patients, et comme ça vous aurez un retour important. En 2016, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en 2016, les questions ne sont pas du tout celles-là, c'est fini, le codage, tout le monde sait coder, tout le monde sait tout faire, et les questions sont totalement différentes. Alors j'en ai énuméré quelques-unes. La sécurité, on parle beaucoup de sécurité, un malade rentre à l'hôpital, il va avoir une infection nosocomiale et tout, et donc notre base aujourd'hui doit être capable de donner une idée de la sécurité des patients. C'est pour cela que dans notre base, premier élément, on va intégrer des notions concernant la sécurité, notamment concernant l'accréditation, la déclaration des événements indésirables liés aux soins, qui sont intégrés dans notre base de manière très simple et qui vont un peu nous aider à déclarer tout ça. Deuxièmement, la formation. Formation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle les instituts universitaires, il n'y a que eux qui forment, et bientôt, il n'y aura pas que eux. Les internes vont aller faire des stages dans des départements privés, et on va avoir besoin de savoir quelles sont les capacités de formation des différents services, et c'est pour cela que dans notre base, on a imaginé la possibilité de savoir qui fait quoi, qui délègue à qui,
et dans quelles conditions. Et ça nous permet d'avoir une notion très simple de qui forme qui, avec quel résultat et quelle efficacité. Troisième élément, on est formé. Aujourd'hui, on sait que, comme les pilotes, comme tout un tas de professions, on n'est pas chirurgien à vie et on ne reste pas chirurgien à vie sans avoir à prouver qu'on suit bien l'évolution. Et idem, on a la possibilité, grâce à nos bases, d'avoir une recertification et on va baser notre recertification là-dessus. L'innovation pour nous, c'est quelque chose de fondamental. On parle du robot pour la prostate, nous on parle du robot pour le thorax. Eh bien, il est fondamental qu'on puisse avoir des sous-ensembles dans nos bases de données qui nous permettent d'évaluer l'innovation. Vous verrez dans quel cadre on peut le faire tout à l'heure. Eh bien, c'est un des éléments. On veut avoir une idée de quelles innovations sont utilisées en chirurgie thoracique et en chirurgie cardiaque. La recherche, il est fondamental pour nous de savoir qui fait quoi, c'est-à-dire quels sont les malades qui sont inclus dans des protocoles, avec quelles conditions, parce que ça va conditionner notre manière de voir les problèmes après. Et ça me paraît très important, vous allez voir pourquoi après. Alors, une chose que nous, chirurgiens, on n'envisage pas du tout, c'est la satisfaction des patients. Comment peut-on imaginer que le fait d'avoir bien soigné un patient, ça aboutit automatiquement à la satisfaction du patient? Et il y a une vraie différence entre qualité des soins et satisfaction. Eh bien, je vous montrerai un tout petit outil qu'on va utiliser et qui va nous permettre, grâce à la FSM et au logiciel qu'on a, de suivre la satisfaction des patients, parce qu'on va nous le demander. Vous soignez bien peut-être, mais quelle est la satisfaction? Est-ce que vous apportez une amélioration à la vie de ces patients? En fait, ce que je viens de vous détailler, ce sont tout un tas d'items qui vont nous permettre de définir quelle est la qualité des soins. Et nous, c'est ce qu'on veut, parce que un des objectifs fondamentaux que l'on poursuit, notamment dans notre spécialité en chirurgie thoracique, pourquoi pas en 2020, c'est d'essayer de déterminer non plus de poursuivre ce que les règles de l'ANCA nous avaient demandé de suivre, c'est la notion de quota. Parce qu'on a beaucoup étudié ces histoires de quotas. Je vous avais montré les courbes en vous disant si on opère moins d'un certain seuil, eh bien on n'opère pas bien. Si on opère trop, on n'opère pas bien non plus. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y a des exceptions, qu'il y a des petits centres qui travaillent bien, qu'il y a des gros centres qui travaillent mal. Et nous, ce qui nous importe, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et donc, si on peut avoir un outil de qualité, eh bien, il va falloir qu'on imagine attribuer une certaine qualité. Comment l'attribuer? Eh bien, uniquement en essayant de voir, comme certaines spécialités l'ont fait, c'est d'essayer d'organiser les soins en niveau. C'est-à-dire de dire que pour arriver à donner des soins identiques partout en France et partout en Europe, pourquoi pas, et bien pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait des centres de niveau 1 qui sont des centres qui permettent de faire des gestes rapides, simples dans la spécialité, des gestes, ensuite un niveau 2, ce sont des centres un peu plus élaborés qui font des gestes plus lourds en quantité, et enfin des centres de recours qui sont des centres de niveau 3, qui incluent dans des protocoles, et en laissant des passerelles dans ces différents centres pour faire en sorte qu'il y ait une réponse en nombre et une réponse en qualité de la demande de soins. Et ça, c'est fondamental, c'est un de vos chevaux de bataille. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on voulait faire en rentrant dans la FSM, c'est-à-dire en basculant dans la FSM. Et on a appris des choses, c'est que, comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que quand on est seul, c'est toujours beaucoup plus cher que quand on est associé à d'autres, puisqu'on mutualise les coûts, et c'est bien ce qu'on a appris, puisqu'on a diminué par 2 ou par 3 les investissements liés à cela. Il faut faire comme avec un forfait téléphonique, il faut adapter son forfait, et lorsqu'on est rentré à la FSM, ou du moins lorsque la FSM propose de monter une base de données, elle vous demande si vous voulez juste qu'on vous donne un site pour pouvoir mettre vos données, si vous voulez une assistance, si vous voulez qu'il y ait une hotline et tout, eh bien, en fonction des
des bases de données que vous avez, il va falloir adapter ce forfait. Et nous, ce qui nous a interpellés, c'est de dire, pour pouvoir avancer, on a besoin d'argent. Cet argent va nous servir à payer des arcs qui vont nous aider à rentrer, qui vont nous aider à apprécier la qualité et qui vont nous aider à avoir, si vous voulez, une meilleure qualité de ces bases de données. Alors au départ, je vous avais raconté qu'on avait des items payants, c'est-à-dire c'était tout bête, on disait à un de nos partenaires, ben, si vous voulez qu'on apprécie la pénétration de votre produit dans notre communauté, eh bien, on vous propose d'intégrer cet item, et puis si le chirurgien l'utilise, il met un oui, s'il l'utilise pas, il met un non. Et ça nous a permis pas mal de financer les bases de données qui nous sont revenues, donc zéro sous, puisque pas mal de laboratoires ont subventionné notre société savante en disant, ben voilà, c'est pour la base de données, à condition que vous rentriez cet item pour qu'on ait une petite idée de l'implantation de notre produit. Ça nous a permis d'avoir des notions intéressantes. On va passer à l'étape au-dessus, parce que l'entrée à la FSM nous a permis de connaître des gens dans la boîte qui fabrique le logiciel là-dedans, et ces gens nous proposent quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait que nos bases puissent un jour être accréditées pour la recherche médicale. Et vous savez que pour être accrédité, on a besoin de répondre à pas mal de critères, et ça on ne sait pas faire. Moi je ne sais pas faire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire, et pour cela on a besoin de spécialistes, c'est-à-dire de personnes qui ont travaillé dans l'industrie et qui sont en train de nous aider à rebâtir une base qui permette d'avoir l'accréditation pour la recherche médicale. Et ces gens-là, ce sont un peu comme des courtiers en assurance, médecins de formation, mais ayant travaillé dans l'industrie, qui essaient de regrouper toute une série de bases de données, et pourquoi pas celle de la FSM, afin d'avoir un portefeuille de bases de données accréditées, et ils se chargent de récupérer les questions qui sont posées dans le monde, un peu partout, en disant est-ce que le robot est une indication idéale, par exemple, dans la chirurgie du thymus, et ainsi de suite. Et eux sont prêts à trouver la bonne base qui va répondre à cela. Alors, qui dit base accréditée dit travail en plus, mais dit en retour un financement qui est multiplié par 10, c'est-à-dire on parle plus de dizaines de milliers d'euros, on parle de centaines de milliers d'euros, et c'est ce que nous recherchons parce que nous voulons engager des personnels pour ce que vous disiez à la CNAM, c'est très important d'avoir des gens qui sont capables de nous aider à faire en sorte que les bases de données soient remplies, exhaustives, de qualité et pertinentes, avec une bonne complétude, et ça c'est fondamental. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ICHOM. Vous connaissez, je sais pas. Vous ne connaissez pas l'ICHOM. L'ICHOM, je vous le dis, c'est l'International Consortium for Health Outcomes Measurement. C'est un consortium d'instituts qui a décidé de standardiser toute la nomenclature qui est utilisée en médecine, et notamment pour les résultats dans les différents traitements. Je vous donne deux exemples tout simples. Dans ce consortium, on essaie par exemple de décrire le sexe, quand vous écrivez le sexe, parce que vous avez bien compris que dans la mesure où on va regrouper des bases de données sur un même site, nous ce qu'on veut c'est que les bases de données puissent parler entre elles et qu'elles aient le même vocabulaire. Eh bien, il existe un langage international qui est proposé par l'ICHOM. Par exemple, écrire quel est le sexe du patient, eh bien, c'est pas aussi simple qu'on ne le pense, parce qu'il y a des transsexuels et tout. Eh bien, lorsqu'on écrit sexe du patient, c'est le sexe à la naissance. Par exemple, quand on écrit durée d'hospitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est entre la date d'entrée et la date de sortie? Est-ce que c'est entre la date de l'opération et la date de sortie? Est-ce que s'il y a plusieurs opérations, c'est la première, la deuxième, la principale? Qu'est-ce que c'est qu'une intervention principale? Donc, tout ça sont des notions qui sont intégrées dans l'International Consortium, l'ICHOM, dont nous voulons faire partie pour pouvoir accréditer notre base et faire en sorte que nos données soient pertinentes. Alors, je vais balayer de quelques éléments qui nous ont posé problème. Ce sont les problèmes de droit d'auteur. Qui est
propriétaire du logiciel, ben, c'est la société qui s'appelle Télémédecine, qui a légué ses droits à la FSM, d'accord. Le masque de saisie, qui est le propriétaire du masque de saisie? C'est la société savante, c'est les gens qui ont travaillé dans la société savante, ou le CNP, mais on s'est aperçu très rapidement que si on voulait, si on avait un souci médico-légal, il valait mieux regrouper tous ces masques de saisie au sein de la FSM, qui, elle, peut mieux nous défendre. Je suis presque fini. Enfin, notion très importante, à qui appartiennent les données qui sont rentrées dans une base de données. Et ça, on a eu beaucoup de problèmes pour le déterminer, parce qu'il y a certes, il y a des éléments légaux qui permettent de décider, mais il y a aussi des appréciations qui dépendent de données médicales. La base personnelle, on est d'accord, ce que je rentre est à moi, je l'utilise, je fais ce que je veux. La base qui est dans le centre dans lequel je travaille, elle est à qui? Elle est à moi, certes, mais elle est également à nous, propriétaires, du moins travaillant dans le centre. Ça encore, ça peut être important. Mais la base de toute la France, à qui appartient-elle? Qui peut l'utiliser? Comment? Sous quelles conditions? C'est là qu'interviennent des notions un peu subjectives du genre, eh bien, ne pourront utiliser les bases de la société que les personnes qui sont significativement contributeurs dans la base, ce qui est assez difficile à déterminer. Et on s'est aperçu que de rentrer dans un consortium de type FSM, il fallait qu'il y ait des règles de publication très importantes et qu'il y ait des créations de comités d'éthique et de comités scientifiques qui sont fondamentaux pour dire qui peut utiliser les données de qui et dans quelles conditions pour démontrer quoi et comment. Et tout ça, c'est très important parce que forcément, à un moment ou à un autre, moi, je vais vouloir savoir si mes patients qui ont eu un cancer du poumon, eh bien, ont eu un cancer de la prostate et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Parce qu'un des intérêts fondamentaux de l'utilisation, de la rentrée des bases de données au sein d'une unité mutualisée, on nous l'a bien montré avec le CNRAM, c'est certes d'avoir peut-être des coûts mutualisés, d'avoir une meilleure rentabilité de nos données et d'avoir une meilleure efficacité en tant que groupe vis-à-vis d'un individu, mais surtout de pouvoir chaîner nos patients. Parce que nos patients qui ont eu un problème pulmonaire, qui ont eu un problème cardiaque, ils ont la même nomenclature et on pourra les suivre d'un moment à l'autre. Mieux que ça, on peut chaîner les praticiens, avoir une idée de la démographie des praticiens, savoir qui fait quoi, comment, l'augmentation de son activité, la diminution, quand est-ce qu'il va avoir besoin d'un associé. Et ça, c'est pour aider les jeunes à avancer dans notre travail. Eh bien, l'avenir, c'est quoi? Moi, je suis persuadé, ça je vous le dis à titre personnel, je suis persuadé qu'un jour, ça va être comme dans le film Minority Report, vous savez, où le commissaire de police va arrêter une personne avant qu'elle commette le crime. Eh bien, nous, si on arrive à regrouper toutes ces bases, à regrouper toutes ces données, il est probable qu'un jour on puisse avertir quelqu'un que très bientôt il va avoir telle maladie et que peut-être il faut qu'il fasse attention à aller faire tel examen. C'est un peu ce qu'on fait, mais de manière beaucoup plus précise. Vous savez bien qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, on arrive à prévoir où vont avoir lieu les crimes et ce qui était prédit dans Minority Report arrive aujourd'hui. Eh bien, nous aussi, l'avenir, c'est de pouvoir prévenir et d'avoir surtout cette information et de pouvoir décider de l'utilisation de cette information. Voilà. Désolé. Oui, Jacques Beaulieu. Il arrive. Je vais d'abord féliciter les chirurgiens thoraciques d'avoir fait cette donnée, ce logiciel de renseignement sur des bases médicales qui est Epitor. Je voulais insister sur le fait que, personnellement, je pense que les bases de données médicales, instruites par les médecins et renseignées par les médecins, contrôlées par les médecins, sont certainement plus valables et plus valables. Ce qui m'embête un peu dans Epitor, est-ce que c'est un caractère obligatoire? C'est la question que je vous pose. Parce que, à mon sens, l'activité la plus transparente en Florence, c'est l'activité de transplantation. Nous avons un logiciel qui est le logiciel Cristal, qui permet de renseigner ces données. Et il est obligatoire pour toutes les équipes qui veulent être accréditées pour la transplantation. Les patients doivent être
régulièrement renseigné dans ce logiciel et suivi. J'en veux pour preuve que l'Agence de biomédecine vient de publier, il y a quelques semaines, le résultat à 10 ans de la transplantation hépatique, équipe par équipe, et ça c'est indiscutable, imparable. Tous les patients y figurent, il n'y en a pas un qui n'est pas renseigné, et c'est la seule manière, je dois dire, mais c'est public, de suivre les équipes. Et à ce titre-là, je pense que les données qui sont médicales, suivies par les médecins, et je répète encore, Epitor en est un très bel exemple, sont les seuls valables. Alors, pouvez-vous me répondre à ma question sur le côté obligatoire ou non du renseignement de ces données? Alors, jusqu'à présent, elle n'était pas obligatoire, mais aujourd'hui, la société, Pascal Thomas, a décidé qu'à partir du début 2016, l'entrée des données Epitor devenait obligatoire pour être accrédité, pour valider son DPC et pour participer à la Société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Et puis, 1er janvier 2017 pour les chirurgiens cardiaques. On ne peut pas imaginer ne pas participer et la détermination des niveaux d'exercice, niveau 1, niveau 2, niveau 3, est basée sur ça. Et donc, toute personne qui ne rentrera pas leurs données ne pourra pas être caractérisée. Et alors, j'ai oublié également pour avoir l'autorisation de pratiquer la chirurgie du cancer, puisque ça fait partie de cela, et ça fait partie de l'obligation. Je suis d'ailleurs très content de ce qu'a dit Marcel Dahan, puisque le rapport qu'on avait écrit avec Henri, Jacques et Daniel Jeck sur la chirurgie en 2025, on avait également indiqué les problèmes de niveau. Et d'ailleurs, à titre d'information, j'étais à une réunion à la RS il y a 2 jours, la RS Île-de-France a intégré toute la classification en niveau, au niveau de la restructuration de la chirurgie dans le cadre de la politique de la RS d'Île-de-France, donc c'est la classification qu'elle a prise à partir du travail de l'Académie nationale de chirurgie. Pour la question que Jacques a posée, c'est vrai qu'en urologie, il y a de nombreuses années, on avait essayé de discuter avec la CNAM pour dire, et notamment pour les nouvelles technologies, de dire que pour l'établissement de registre qui soit exhaustif, il fallait à ce moment-là organiser un système avec un remboursement qui dépendait de l'inscription et du remplissage des dossiers. Je dois dire que la CNAM n'a jamais accepté d'aller dans ce sens-là, alors que les chirurgiens le souhaitaient, parce qu'on aurait gagné 10 ou 15 ans. Et je crois qu'actuellement, les choses sont en train de bouger. Et tu as une forfait innovation dans la loi HPST qui permet désormais de tester certaines situations de soins ou des actes particuliers, en l'occurrence le provesté de la terme, contre les techniques utilisées dans le même stade de la maladie. Et donc tout médecin qui veut faire de la terme est payé de l'acte, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, avec un forfait qui contient en plus pour les libéraux les honoraires des médecins, anesthésistes et du chirurgien, et un forfait en plus pour avoir un temps d'arc qui vient de saisir les données. Il y a l'obligation d'avoir 20 patients, des chiffres, et puis toute personne qui n'entre pas dans le forfait innovation n'a pas son acte remboursé. Donc il y a un code spécial qui a été créé par les caisses pour ça. Et donc c'est l'avenir de l'évaluation des pratiques quand on peut faire de l'évaluation, soit qu'on arrive trop tard, soit que ça devient difficile, voire peu éthique, d'aller randomiser certaines situations. Ce forfait innovation, comme le RIHN pour les actes innovants en biologie, c'est 2 solutions qui permettent de valoriser l'acte et d'évaluer la pratique, sachant que 5 ans après, si le résultat est défavorable, l'acte ne sera pas remboursé. Henri Bensadou. Oui, rapidement, c'est magnifique ce que vous faites, bravo. Simplement, il y a un problème, une question qu'on se pose sur toutes les bases de données, c'est qu'elles sont déclaratives. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez un contrôle au hasard, sur site, sur ce qui est déclaré, de la même manière que quand on code pour le PMSI, il y a des contrôles de la caisse d'assurance maladie dont on peut discuter de ceci, de cela, mais il y a quand même des contrôles. Alors, d'abord, il y a des contrôles de saisie, ça c'est évident. Ensuite, il y a des contrôles de cohérence, et on utilise pour ça la base de données, le PMSI. C'est-à-dire que si un chirurgien déclare un certain nombre de patients, et que, en fait, dans le PMSI, il y en a 3 fois plus, ça ne marche pas, et donc il y a une dégradation, si vous voulez, de la qualité de ces données. Enfin, on a créé des algorithmes, c'est-à-dire des situations
où on essaie d'étudier la qualité des données. C'est-à-dire, on sait par exemple qu'un chirurgien qui ouvre très souvent des patients sans les opérer parce que c'est inopérable, c'est un critère de mauvaise qualité. Donc on a créé toute une série de pathways, comme ils disent en anglais, et qui sont cohérents ou pas cohérents, et c'est l'élément important. Enfin, dernière chose, oui, il y a des audits sur site qui nous permettent d'aller expliquer aux gens comment on rentre les données, comment on peut faire utiliser ces données pour les RMM, et donc ça fait partie de nos critères de qualité de la base. Après, il y a un outil informatique qui s'appelle l'index de qualité. C'est en fait une comparaison toute bête de l'entrée de certaines données par le chirurgien par rapport à la base nationale. Et s'il s'écarte de la base nationale, on lui met des petites pénalités, il faut que ce soit supérieur à 80%. Alors, Yves Leget et Richard. Merci, Président. Je voudrais brièvement rappeler l'expérience que nous avons à Rennes dans le service de chirurgie thoracique ou cardiovasculaire. Et pour des raisons de simplicité, et c'est pas du tout parce que nous avons un mauvais regard sur le poumon, mais on a pris exclusivement la chirurgie à cœur ouvert. Et notre base, d'ailleurs, s'appelle pour cette raison base CEC. Elle a été ouverte il y a longtemps, en 1981, et elle comporte actuellement, qui est téléphonée ce matin, plus de 40 000 entrées. Donc c'est quand même une base qui fournit une information. Elle a des qualités, elle a des limites. Elle a été conçue dans un esprit fondamentalement médical, exclusivement médical, et elle comporte des données cliniques, mais aussi des données paracliniques, car la cardiologie est une discipline qui s'exprime souvent en valeur numérique, l'échographie, le cathétérisme, les pressions artérielles pulmonaires, etc. Donc tout ceci est très intéressant pour être saisi en informatique et permettre de calculer des moyennes. Alors dans l'immédiat, c'était notre but, c'était d'avoir surtout une application d'ordre administratif, et je dirais que, ne m'en pas de ce mot, ça nous fournissait des munitions dans nos discussions avec l'administration hospitalière, qui n'arrivait jamais à penser, au début en tout cas, que nous pouvions avoir une telle activité. Donc ça a aidé considérablement dans la croissance du service. Mais la finalité de cette base, ça n'était pas l'immédiat, c'était l'avenir, le devenir des patients. Alors là, il y a une limite, la limite est celle du suivi. Parce que bien évidemment, ça ne sert à rien de chercher le résultat d'une personne opérée il y a 7 ans pour lequel on n'a pas eu de nouvelles. Alors le suivi, il est impossible de le faire de façon exhaustive. Pourquoi? Parce que quand on a un chiffre aussi important dans la base de données, on avait eu l'idée émise par Vincent Deur d'exprimer, d'enquêter systématiquement les gens le jour anniversaire de leur opération. Et ça représente une masse tellement considérable que le secrétariat aurait explosé en quelques jours et qu'on aurait été incapable de métaboliser cette information. Par conséquent, nous avons fait beaucoup d'articles, beaucoup de documents, beaucoup d'enquêtes, mais à chaque fois, il faut enquêter sur un groupe pathologique particulier situé entre une date d'entrée et une date de sortie avec une pathologie homogène, faute de quoi on ne peut pas avoir des intérêts significatifs en termes de résultats. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire à propos de cette modeste expérience. Et on a eu la surprise de voir que les coronaires représentaient près de 40%, les valves 38%, l'association valve et coronaire 8% et un groupe des divers 13%. Merci beaucoup pour votre attention. Je peux juste donner une petite information. Juste une petite information, Monsieur Loger, on dispose très bientôt d'un petit outil qui est annexé à notre logiciel, qui est tout bête, qui envoie soit un texto, soit un email aux patients ou aux médecins pour leur demander des nouvelles ou de satisfaction, comme je vous ai dit, et la réponse que fait le patient ou que fait le médecin est directement intégrée dans le dossier
dans le dossier, dans notre dossier, ce qui fait qu'il n'y a plus d'intervention directe du secrétariat, puisque c'est programmé à l'avance. Alors bien évidemment, il y a un problème d'exhaustivité, parce qu'on prévoit à peu près un taux de réponse de l'ordre de 30 à 40%, ce qui est magnifique, mais ce qui laisse quand même 60 à 70% du nombre de réponses. Mais ça, c'est automatique, c'est programmable. Donc, c'est des petits outils informatiques qui donnent du service. Alors, Daniel Mazan, c'est Charvière, on passe à la prochaine communication. Daniel. Oui, merci. Une interrogation. Ce problème est un problème qui est partagé par tous les chirurgiens du monde. Et dans d'autres pays, des solutions ont été apportées qui se sont avérées extrêmement efficaces pour évaluer la qualité de ce qui était fait, pour évaluer les volumes d'activité, la qualité de ce qui était fait, et piloter le fonctionnement des services. Par exemple, en Angleterre, le registre de la chirurgie cardiaque est obligatoire, il est exhaustif et il permet de détecter la plus petite anomalie dans le fonctionnement d'un service très très tôt. Exemple, l'affaire de l'hôpital pédiatrique de Bristol a été détectée par le monitoring quotidien des données de ce registre. Alors, quel est le sens de vouloir reproduire un autre système au sein de l'Hexagone? Pourquoi ne pas chercher une harmonie européenne, sachant que le système anglais a été adopté en Allemagne et en Italie? Donc, Brexit ou pas Brexit, les Anglais ont montré la voie, et pourquoi ne pas la suivre? Est-ce que vous avez un sentiment là-dessus? Mon sentiment, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, on a sorti ce qui nous semblait être le plus judicieux pour notre pays, et que, pourquoi pas utiliser? On n'est pas figé, on peut très bien évoluer vers ce qui est fait. Je pense que c'est bien adapté à notre pratique aujourd'hui, et que je connais bien le système anglais, j'y ai travaillé. Il y a des bonnes et des moins bonnes choses, c'est-à-dire des chirurgiens qui sont arrêtés parce que soi-disant ils n'ont pas fait leur travail, et en fait après ils sont réintégrés parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas bien étudié les choses, et donc tout est possible. Je crois qu'il faut qu'on reste à une solution bien française. Ça ne nous empêche pas d'être bien reconnus aux États-Unis avec notre solution très hexagonale, il me semble. Ma question va être brève et rejoindre un peu l'interrogation de M. Miché. Actuellement, à l'INCA, il y a un groupe qui travaille sur la qualité de la chirurgie. Notre société est remarquablement représentée par Thomas. Mais ce que je n'ai pas très bien compris, c'est que notamment pour parler du cancer, c'est très facile de faire des photos instantanées des pratiques, mais ce qui est important, et ça c'est la qualité pour moi, c'est finalement les courbes de survie. Donc on en arrive, c'est à l'implémentation, et je rejoins ce que dit M. Gaucher, c'est-à-dire c'est la difficulté, c'est que l'individu soit reporté régulièrement dans la base de données, et c'est le suivi et l'amélioration des bases de données régulières. Et là, c'est très difficile, parce que tout le monde dit actuellement, ça c'est clair, tout patient qui est opéré d'un cancer doit être dans un registre, et pour le moment, personne n'ose dire encore que le patient qui est opéré d'un cancer doit être suivi régulièrement avec un contrôle et l'exhaustivité, sinon on n'a pas les courbes de survie, bien évidemment. Comment vous voyez les choses? Nous, on le voit avec le financement, c'est-à-dire qu'on veut de l'argent. Cet argent, on se débrouille pour l'avoir grâce à l'accréditation de la base, et on paye. Actuellement, on est sur Epitor, on est à peu près à 7 ou 8 temps plein ARC qui permettent de surveiller l'exhaustivité des données, qui renvoient les mails sans arrêt tous les jours aux chirurgiens. Voilà. Et après, dans l'exhaustivité, il y a l'outil dont on a parlé sur le rappel des mails automatiques. Et deuxièmement, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un petit lien avec les bases administratives, et pourquoi pas le CIRAM, pour pouvoir également avoir des notions sur la survie des patients.